Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous parler aujourd'hui du tableau de Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie, parce que ce tableau participe vraiment à la saga de Rennes-le-Château. Donc ça fait un petit épisode que je vous propose. Donc l'auteur de ce tableau, eh bien, c'est Nicolas Poussin. Il peut être intéressant de voir son autoportrait. Il est un peintre majeur du XVIIe siècle, de l'époque de Louis XIII. Il a vécu principalement à Rome. Il est l'un des grands maîtres de la peinture classique française. Il a contribué à la formation de Charles Lebrun. Lebrun, qui était le peintre préféré de Louis XIV, et qui a peint notamment la voûte, le plafond de la Galerie des Glaces. Le cardinal de Richelieu a passé d'importantes commandes à Nicolas Poussin. Et ce même Nicolas Poussin est devenu le premier peintre du roi. Donc déjà là, il peut être intéressant de constater que si Nicolas Poussin a été comme ça proche de la royauté, c'est très intéressant parce que vous savez que j'ai développé certaines idées dans mes vidéos, dans mes bouquins, comme quoi il existe tout un codage de l'architecture. Je suis finalement le seul qui parle de ça. Voilà, donc pour moi, le fait que Lebrun, le fait que Nicolas Poussin était dans le cercle royal, à la fois proche de Richelieu, le ministre, et de Louis XIII, le roi, ça montre qu'il devait être un initié. Parce que dans l'entourage royal, on bâtissait des monuments, et ces monuments étaient porteurs d'un chiffrage. Les monuments, qu'ils soient en fait civils ou religieux, qu'ils soient des châteaux ou des cathédrales, ces monuments portent un codage. Et donc, voilà, c'est ce que je développe dans mon travail depuis très longtemps. En ayant du mal d'ailleurs à le faire connaître, parce que ça dérange évidemment, quoi. C'est facile de tourner en rond, comme beaucoup d'autres, qui ne découvrent pas grand-chose, qui font des redites. C'est beaucoup plus difficile d'avancer et d'être en avance sur son époque. Je sais que ça peut paraître un peu prétentieux. Ouais, mais ça ne l'est pas, quoi. Voilà. Enfin bref, dans cette ambiance où les monuments se bâtissaient, Louis XIII a bâti finalement le premier château de Versailles, le petit Versailles, la première cour de marbre. Et cour que Louis XIV, en fait, après a conservé. Il n'a pas voulu démolir, il avait dit à ses assistants, Louis XIV a dit, si vous le démolissez, je le rebâtirai. Voilà. Donc, les rois étaient en contact avec toute une facette secrète. L'architecture était codée de par la décoration, de par le plan des monuments, de par les implantations des monuments sur la carte. Voilà, ça se déployait comme ça à plusieurs niveaux. C'est la facette secrète de la monarchie française. Voilà. Et donc, évidemment, on peut penser que Poussin, le peintre qui approche de très près le roi, puisqu'il est son peintre préféré, le roi Louis XIII. Pour Louis XIV, ce sera donc justement Charles Lebrun, qui a été partiellement formé par Poussin. On peut penser donc que Poussin était ce qu'on pourrait appeler un initié. Il connaissait les dessous de la royauté, parce que ce codage peut s'exprimer aussi sous forme de peinture, et pas simplement d'architecture. Voilà. Alors, il est intéressant de savoir que Nicolas Poussin a dit, notamment, de la main du peintre ne doit sortir aucune ligne qui n'ait été formée auparavant dans son esprit. En d'autres termes, tout ce que Nicolas Poussin peignait, et il l'avait d'abord conçu en lui, dans son esprit. Il ne peignait rien au hasard. C'est une façon de dire que toute sa peinture est préméditée et calculée. C'est parfait pour un peintre initié qui va déposer des messages secrets dans ses tableaux. Il a dit aussi, il faut lire ma peinture. Il faut la lire
Donc il faut la décrypter. Il faut la décrypter avec un certain vocabulaire, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vous propose de voir ici. Donc on en était resté à cet autoportrait de Nicolas Poussin. Et voici donc les bergers d'Arcadie. En fait, c'est la deuxième version de Poussin. Il en a peint une avant, que l'on verra tout à l'heure. Alors, le thème essentiel, c'est des bergers, reconnaissables à leurs bâtons, hein, les fameux bâtons de berger. C'est comme s'ils venaient de découvrir un tombeau, quoi, ou un grand coffre. Et donc, ils s'y intéressent, ils ont l'air un peu surpris, notamment par une inscription. Alors, il est très difficile de trouver une reproduction du tableau dans laquelle il y a cette inscription en clair et net. Comme le musée du Louvre est fermé, c'est pas facile non plus d'aller photographier un gros plan. Enfin voilà, il est marqué sur le tombeau Et in Arcadia ego. C'est-à-dire et en Arcadie, je, sous-entendu, suis. Et en Arcadie, je suis. Alors, vous savez, les gens académiques hein, qui inventent, qui extrapolent un petit peu trop, oui, c'est parce que, en fait, c'est le symbole de la mort qui est là. Et donc, c'est la mort dit, voilà, en Arcadie, je suis, rien ne résiste à la mort, etc. Là, on est quand même dans une interprétation déjà très édulcorée, quoi, qui est poussée un petit peu loin. Alors qu'en fait, ce qui est vraiment écrit, c'est Et in Arcadia, et en Arcadie, ego, je. En fait, il n'y a même pas sum qui aurait été suis, je suis, ego, sum. Mais il y a simplement ego. D'accord. Alors, c'est peut-être intéressant de savoir ce que c'est que l'Arcadie. Eh bien, ça tombe bien, j'ai préparé un petit texte. Je vais vous brancher là-dessus, vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long. Voilà, je vais essayer de m'en remettre en gros plan comme ça. Voilà. L'Arcadie, en fait, est une région de la Grèce. Dans la mythologie grecque, la région était présentée comme la patrie du dieu Pan. D'accord? C'est-à-dire que le dieu Pan, c'est l'homme bouc. Hein, c'était le dieu du tout. Voilà, donc, c'est-à-dire que dans l'Arcadie mythologique, pays qui existait, je suppose, dans un passé très lointain, eh bien, il y avait le dieu Pan. Donc, les dieux étaient là. L'Arcadie est devenue peu à peu le symbole d'un âge d'or. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est la page Wikipédia. Donc c'est certainement en fait la copie d'un texte que quelqu'un de vraiment spécialisé a écrit. Donc l'Arcadie est devenue le symbole d'un âge d'or, rempli d'idylles entre les bergers et les bergères, un monde riant où les pastorales, des morceaux de musique auraient constitué le principal divertissement musical. Voilà, ce mythe a influencé une partie non négligeable de la musique et des opéras baroques. Et cette représentation de l'âge d'or s'enracine dans la poésie bucolique latine et hellénique, où l'Arcadie était représentée comme le pays du bonheur, le pays idéal. Donc là, c'est déjà très intéressant parce que ça veut dire que l'Arcadie en question, dont il est question dans ce tableau, d'une façon énigmatique, en fait, l'Arcadie est considérée comme le pays de l'âge d'or, le pays du passé, dans lequel la vie était facile, la nature était libre et belle. Voilà, et les dieux étaient sur la terre. Donc c'est intéressant par rapport à mes propres découvertes. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'extrapole des monuments une idée force, quoi, qui est que ce qui est codé, c'est l'âge d'or, c'est le monde antédiluvien. Un âge révolu qui a disparu par une catastrophe naturelle, globale. Voilà.
Et donc, avec ce tableau qui nous parle de l'Arcadie, on retrouve ce thème, tout simplement. Et donc, la page Wikipédia aussi dit que pendant la Renaissance, dans les années 1500-1600, l'Arcadie était un pays mythique, une terre de bergers, où l'on vivait heureux d'amour et que beaucoup de poètes avaient chanté. Voilà, c'est-à-dire un pays dont on avait la nostalgie qui aurait existé, mais comme un mythe, quoi. Voilà, dans un passé lointain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou à l'époque de la Renaissance, on ne vivait que dans un désordre, un monde décadent, quoi, par rapport à un passé mythifié, idéal, idyllique, voilà, qui avait disparu. Et en fait, dans les monuments, il y a exactement ça. Il y a cette idée que la royauté avait en sa possession, transmettait d'initié à initié, par la décoration des monuments notamment, quelque chose concernant un monde ancien, un cycle de vie précédent, c'est-à-dire qui avait commencé par une vie parfaite, facile, etc., l'Arcadie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Arcadie, le mot signifie une société idéale qui vit dans le bonheur et l'innocence. Voilà, une Arcadie, c'est. Une fois qu'on a compris ça, on peut arriver à comprendre ce tableau d'une façon un petit peu différente. Parce que et in Arcadia ego. Bon, et en Arcadie, l'inscription est vraiment énigmatique, d'accord? Parce que le fait de commencer par et, et, on va voir l'inscription écrite tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant. C'est passé quelque chose et l'inscription dit « et en Arcadie, je ». Mais il n'y a même pas marqué « je suis », c'est « je ». Donc « je », quoi exactement, mystère. Il y a eu quelque chose avant et il y a quelque chose après. Il y a donc un mystère, une énigme dans ce tableau. Les choses ne sont pas claires. Évidemment, si Nicolas Poussin était un initié, ce dont je ne doute pas une seconde, évidemment, voilà, il nous amène à déchiffrer le tableau. Je vous propose de voir dans l'objet qui est découvert par les bergers, non pas un tombeau, mais un coffre, une arche. Ça peut être intéressant parce qu'en latin, donc l'inscription sur le coffre est en latin. Arca, le mot arca, en latin désignait un tombeau, mais aussi un coffre. Cela a donné en français, en moyen français, le mot arche. Une arche qui désignait à la fois un coffre, voilà, également un trésor, les archives, c'est-à-dire le contenu du coffre. Donc ici, on a des bergers qui sont là, qui découvrent un coffre qui se réfère à l'Arcadie, mythique pays du cycle précédent, qui a disparu et qui aurait laissé quelque chose dans le coffre. Il faut bien voir que l'inscription qui est dessus, c'est simplement un graffiti. Il est évident que cette inscription ne date pas de la construction, de la pose du coffre. Vous imaginez que si un texte avait été gravé à l'origine sur ce coffre, les caractères auraient été bien plus spectaculaires, bien plus harmonieux, symétriques. En fait, absolument pas, c'est un graffiti. On peut donc comprendre que avant que ces bergers ne découvrent ce coffre, avant eux, quelqu'un est passé par là et a gravé sur le coffre une inscription. Il a posé un graffiti sur le coffre que lui aussi découvrait. Donc il aurait gravé cette inscription pour faire comprendre quelque chose. Et les bergers, un certain temps après, on ne sait pas combien de temps exactement, ils arrivent et voilà, ils tombent sur l'inscription. Ils disent, tiens, qu'est-ce que c'est que cette boîte, peut-être un tombeau, peut-être le tombeau de l'Arcadie, après tout. Donc en quelque sorte, un certain héritage de la civilisation mythique, un héritage de l'âge d'or. Voilà, c'est évidemment comme ça, parce que Poussin étant un initié, il codifie la même chose qu'on retrouve à chaque fois, quoi.
c'est toujours pareil, sauf que lui ne représente pas d'Atlante, il n'a pas mis un Atlante à voir mes vidéos sur l'Atlantide. Il ne met pas un Atlante, il ne met pas la feuille de parchemin déroulée, la console, il met ce tableau-là. Il change de registre, mais pour coder la même chose. Le monde ancien qui a disparu dans une grande catastrophe. Et dont les rois de France, dont certaines personnes initiées de l'Ancien Régime avaient connaissance. Ils avaient connaissance de choses méga importantes, hein, très importantes. Voilà. Donc il y a ce coffre qui a été laissé par la civilisation de l'âge d'or. Et avant de disparaître, ils ont laissé un héritage, dans un coffre quelque chose, l'arche, les archives, le trésor. Quelqu'un est passé par là, a écrit un graffiti, bon, mais lui, il passait par là. C'est ce que je dis que c'est ce que Poussin veut nous faire comprendre. Parce qu'on voit bien, d'accord, que l'inscription, enfin là, bon, la photo, c'est la meilleure que j'ai trouvée, hein. L'inscription est juste gravée comme ça, à la va-vite. Elle n'est pas d'époque de la construction du coffre. Et les bergers arrivent et disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ce coffre? Et ils s'intéressent à l'inscription, d'accord. Et ben voilà, c'est comme ça que je voulais au départ présenter la chose. Et je pense qu'on va passer à la diapo suivante. Clic. Alors, vous voyez ici, on a et ici, vous voyez la souris, et in, on ne le voit pas tellement. Et arca. L'homme a son doigt sur la boucle du R. Arcadia. Arcadia, l'Arcadie. Mais en fait, le bâton du berger de droite masque le I. Donc, si on veut chercher des messages, on se dit, tiens, la lettre I ne se voit pas. Donc, ça fait Arcada, c'est-à-dire et in arca, je dirais dans le coffre, ou et le coffre en latin. Ah, très bien, le coffre, Arca, Arcadia, le coffre de l'Arcadie, hein, le jeu de mots est là. Mais après Arca, dia, or le I nous est masqué, donc ça fait da. Ça peut être intéressant de remarquer qu'en latin, da, c'est l'impératif du verbe do, dedi, datum, dare. Alors, en latin, ce sont des déclinaisons qui gèrent la formulation. Selon la fonction, l'emplacement d'un verbe, d'un mot, il change d'apparence en quelque sorte. Voilà. Et donc, da, c'est l'impératif du verbe donner, concéder, accorder, confier, remettre. C'est pas mal, quoi, parce que c'est comme si on nous disait, l'Arcadie nous a donné, nous a concédé, nous a accordé, nous a confié, nous a remis ce coffre, ce tombeau, qui est le tombeau de l'Arcadie, hein, l'héritage de l'Arcadie, voilà, de l'âge d'or. Donc le bâton, comme il est devant une lettre, voilà, on pourrait comprendre que cette lettre est masquée. Voilà. Bon, c'est sans plus, hein, sans plus. Là. Et on continue. Il est intéressant de voir, notamment sur le site Rennes-le-Château, archives au pluriel, rennes-le-château-archives.com, c'est le site de Jean-Pierre Garcia. Si vous tapez ça sur Google, vous allez arriver sur son site, qui est un très bon site d'information sur l'affaire de Rennes-le-Château. Et donc, il a remarqué, enfin, il compile, on va dire, certains anagrammes qui sont faits à propos avec l'inscription de base écrite sur le coffre, et in Arcadia ego. À noter que ce tableau, Les bergers d'Arcadie, Louis XIV a voulu le racheter, et d'ailleurs il l'a fait. Et ce tableau est resté pendant plusieurs décennies dans son appartement privé, et notamment dans sa chambre. Louis XIV accordait la plus grande importance à ce tableau. Il ne s'est pas lassé de l'avoir sous les yeux. Parce que, bien sûr, il connaissait le codage. C'était aussi un clin d'œil d'un peintre initié à un roi initié. D'accord ? Il ne faut pas trop croire que des hypothèses comme celle-ci, c'est de la rigolade. Non, ce n'est pas de la rigolade. Je découvre des choses extrêmement intéressantes. Pour les gens qui me suivent, ils le savent très bien. Attendez, je vais me remettre ici, voilà.
D'accord? Il y a des trucs que je découvre dans les monuments. Je ne dis pas que je suis si intelligent que ça, mais par contre, je ne sais pas pourquoi personne n'en a parlé avant. Mais ce n'est pas de la rigolade. Hein. C'est pas parce que je suis relativement dans mon petit coin, voilà. Évidemment, avant, je faisais beaucoup plus de clics sur mes vidéos que ce n'est aujourd'hui, hein, comme d'autres chaînes. Avant, je faisais facilement quelques dizaines de milliers de clics. Aujourd'hui, c'est plutôt quelques milliers de clics. Voilà, je subis une mise en arrière. Hein, d'accord? Bon, il faut noter aussi que mes découvertes dérangent, évidemment, ça dérange le système en place. On ne souhaite pas tellement que ce dont je parle soit connu. C'est pas tellement souhaité. Voilà, petite parenthèse au passage. C'est-à-dire, oui, j'improvise aussi quand même, parce que bon, parce qu'il y a des gens, ils peuvent penser, lui, il peut toujours dire ce qu'il veut, ça n'a aucune importance. Tout ça, c'est de la rigolade. Si TF1 n'en parle pas, bon, ou si des émissions historiques à la véritable télévision n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. Donc là, il faut se méfier au maximum. Hein. Les médias peuvent très bien nous cacher des choses, ne pas parler de certains sujets qui vont être justement des dérangeants pour l'état actuel de la société et de la culture. D'accord? Moi, je demande que l'on juge ce que je fais à partir des éléments que je donne. Il faut libérer sa tête du conditionnement et être capable d'appréhender, d'apprécier les éléments que je propose. Et là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Voilà. On revient à l'image. Alors, premier anagramme. Itego arcana dei. Anagramme, on reprend les mêmes lettres que l'affirmation première. On les met dans un autre ordre. Et en latin, on obtient une autre phrase. La première proposition dit « Va, je cache le secret de Dieu ». Ouais, c'est pas mal. Parce que là, il serait donc question d'un secret très important, d'un secret divin. J'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on peut écrire avec et in Arcadia ego, Tego arca Indiae. Je cache l'arche des Indes. Alors là, c'est encore plus intéressant. Parce que quand on dit les Indes, on parle d'un pays lointain. D'un pays lointain, surtout à la Renaissance, encore à l'époque de Louis XV, le monde entier n'était pas connu. L'Inde, ça pouvait encore être non seulement l'Inde actuelle, hein, les Indes britanniques, mais ça pouvait être aussi l'Afrique de l'Est. Et donc à la Renaissance, quand les navigateurs ont traversé l'océan Atlantique, on nous dit qu'ils allaient découvrir l'Inde, les Indes. Voilà, mais en fait, d'accord, donc quand on dit les Indes, on parle d'un pays lointain et mystérieux. Parce qu'en plus, en découvrant, enfin supposément découvrant, parce que l'Amérique certainement, l'Amérique avait déjà été atteinte bien avant, hein, peut-être notamment par les Vikings ou par les Égyptiens. En fait, il s'est passé des tas de choses hein, dans l'histoire qui ne sont pas dans les bouquins. Ce qui est proposé dans les bouquins en classe et tout ça, c'est une version, quoi. Voilà. Donc, Christophe Colomb, il part à traverser l'océan Atlantique, et donc il part à la découverte de l'Inde, donc finalement en direction de l'Atlantide. D'accord? Donc je cache l'arche des Indes. C'est pas mal ça, je cache le coffre d'un pays mystérieux, voilà, qu'on ne connaît pas très bien, voilà. Ça me convient très bien dans le décodage. Alors, je passe à l'anagramme suivante. Tango Arcam Dei Jesu. Ça ne veut pas dire que je vais danser le tango. Hein. Ça veut dire je touche le tombeau de Dieu Jésus. Et là, voilà, ça m'intéresse énormément. Hein. Je n'ai pas tout ramené à moi, mais parce qu'en fait, cet anagramme, c'est non seulement et in Arcadia ego, mais sum. Celui qui a découvert ça, il a ajouté sum, c'est-à-dire suis. Et en Arcadie, je suis. Il a complété la phrase. Et là, il arrive à je touche le tombeau de Dieu Jésus. Mais justement, cet anagramme n'est pas valable parce que ce n'est pas l'inscription qui est
sur le coffre dont on se sert. On a ajouté sum. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Poussin, en n'écrivant pas sum, ne voulait surtout pas aboutir à cet anagramme-là. D'accord? Bon, parce qu'à ce moment-là, si on ajoute sum, on pourrait ajouter n'importe quoi. Pourquoi pas ajouter un autre verbe? Je fais une sieste, je marche, etc. Quoi, d'accord? Voilà. Et en fait, oui, parce que je suis désolé, mais le tombeau de Jésus, moi je vois dans les cathédrales, on nous parle de Jésus qui va revenir. Ça fait partie du codage. Donc moi je ne suis pas un catho fervent, je ne suis pas un chrétien fanatique. Je déchiffre les cathédrales et je vois, on me dit Jésus va revenir, quoi. Donc je me dis donc, associé à quelque chose, il va revenir associé à un aéronef, voilà. Donc voilà, et je note que ici, l'anagramme qui mène au tombeau de Jésus, elle ne tient pas, parce que la personne a ajouté sum. Ah, voilà, d'accord. Donc il est bien question finalement d'un coffre qui est là, caché, qu'on nous suggère, qui contient un secret d'un pays mystérieux et lointain, l'Arcadie, voilà. Je vous propose cette petite découverte mineure là. Et in Arcadia ego. Bon, c'est le texte réel qui est écrit sur le coffre. On voit que on peut facilement découper en 4 et 3 groupes de lettres. Et in arca. Bon. Et dans le coffre, ou et le coffre, dia, ça veut rien dire. Ego, je. D'accord, voilà. Mais, bon, Arcadia, ça totalise 7 lettres. Et les lettres de pourtour totalisent aussi 7 lettres. Donc on voit comme ça une certaine infrastructure chiffrée. Bon, je ne suis pas allé bien loin dans le déchiffrage comme ça, parce qu'en fait, je pense que les anagrammes sont très importantes. Et ça, elles ont dû être calculées de très près, hein, impeccablement. Donc évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout coder en même temps. Hein. Voilà. Nous revoici au tableau. Il peut être intéressant, bon, par exemple, certains auteurs voient dans le paysage d'arrière-plan des points de vue quoi, qui entourent le village de Rennes-le-Château. Hein. Franchement, ça ne me dérange pas, absolument pas, parce que Rennes-le-Château, je crois, est un village très particulier qui focalise quelque chose, qui focalise un lieu de cache. Hein, c'est-à-dire que sur la carte de France, et pour ne pas dire européenne, et bon, je vais faire peur à certains, mais de là où j'en suis, je m'en fiche, un totalise même mondial, eh bien, Rennes-le-Château est un point d'aboutissement. Hein. On aboutit à Rennes-le-Château. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des choses cachées quelque part, qui sont de nature à pouvoir révolutionner l'état de la culture, de la société, qui seront découvertes quand il faut, hein, quand on nous laissera les découvrir. Voilà. Et donc à Rennes-le-Château, oui, c'est le cas. Alors ça peut être intéressant. Attendez, là, 1, 2. Voilà. Je suppose que je suis revenu en plein écran, mais oui. Vous voyez, vous avez par exemple ce bouquin de Henry Lincoln. Voilà. Le temple. Attendez, pas facile. Là, voilà. Le temple retrouvé. C'est un très bon livre. Il a mis, d'accord, le tableau de Poussin, les bergers d'Arcadie en couverture. Alors, vous pouvez voir une géométrie à base de pentagones qui se déploie. Pour Henry Lincoln, toute la région de Rennes-le-Château, en fait, est géométrisée. Les églises ne sont pas placées n'importe où. Tout est géré, tous les monuments sont gérés de façon à dessiner une géométrie qui tient compte du mètre, notamment, encore une fois, voilà, ou du kilomètre. Donc cette zone est très particulière. Voilà. Alors, il y a la propension, à propos de Rennes-le-Château, de géométriser à fond, sans arrêt. Évidemment, c'est tentant de tracer un paquet de lignes dans tous les sens. Bon, finalement, bien souvent, ça n'aboutit pas à grand-chose. Parce qu'il faut, à ce moment-là, si on trace des lignes, il faut une rigueur intellectuelle quand même. Hein. Parce qu'évidemment, on peut toujours tracer.
Voilà, comme c'est certain à propos de la cathédrale de Chartres ou d'autres cathédrales, essaient de retrouver le plan directeur. Ils se lancent comme ça dans des spéculations. Et plus c'est complexe, en fait, moins c'est intéressant. Mais ça peut pourtant être intéressant parce que, mais il faut faut être logique, faut une certaine exigence intellectuelle. Voilà. D'accord. Ok. Donc ici, vous pouvez voir quelque chose d'intéressant dans le carré blanc. C'est Julie Couvreur, qui a attiré mon attention sur ce visage comme ça. Vous avez le vêtement du personnage. Ici, ça fait un peu une tête, un peu comme on pourrait dire un humanoïde, un personnage qui serait soit masqué, pas vraiment humain. Voilà. Effectivement, il se peut fort que Poussin ait volontairement dessiné ce visage, disons, à la Léonard de Vinci. Vous voyez, de déposer un visage là où il ne devrait pas y en avoir un visage un peu grotesque. À ce moment-là, comment on peut être sûr qu'il y a quelque chose? Je retourne l'image d'un quart de tour. Ici, on pourrait peut-être voir une structure, vous voyez, comme une coque, un vaisseau, quoi, qui serait un petit peu apparent ici. Voilà, le fuselage un peu, bon. C'est-à-dire que si Poussin a vraiment laissé ses formes, et je trouve ça probable, eh bien, à ce moment-là, il y a une géométrie, ça se raccorde à d'autres points du tableau. C'est-à-dire c'est un ensemble de repères qui sont dans le tableau, sous-tendus par une géométrie précise. Bon, là, je reconnais, je n'ai pas retrouvé cette géométrie. Voilà. Mais je veux dire, on peut penser que Nicolas Poussin, a passé des heures très longtemps à faire ce tableau. Il a peaufiné chaque détail, ce que faisait aussi Léonard de Vinci. Et donc évidemment, présupposé comme étant un initié, il dépose les indices, les cailloux du petit Pousset, avec soin. Voilà, vous voyez ici, Julie me faisait remarquer ici aussi, son vêtement est bizarre, ici la forme est bizarre et pas tellement naturelle, donc il doit y avoir quelque chose ici à comprendre. Alors quoi exactement, voilà, la question est là. D'accord. Voilà. Je continue. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. Non, d'accord. Ici, tout va bien. Ouais. Alors, j'ai cherché un peu une ligne qui pouvait sembler intéressante et j'ai trouvé celle-ci. Je trouve étonnant ici qu'il y ait plusieurs index alignés. Parce que l'index, ça vient d'un verbe latin. Et l'étymologie du mot index, c'est indiquer. L'index, c'est le doigt qui indique. C'est-à-dire que quand on veut montrer à quelqu'un un objet, on pointe l'index. On ne pointe pas le petit doigt, on pointe l'index. L'index sert à indiquer quelque chose. Or ici, bon, vous voyez ce personnage-là, on passe sur son index. 1, 2, 3, et voilà. On passe sur son index, c'est le bout de l'index, quoi. On passe au bout de l'index de ce personnage-là. Sur le bout de l'index de celui-là en bas, plus bas. Mais c'est pas fini parce que finalement, si on transpose sur les pieds, vous avez le pouce, et donc l'index, il serait là, quoi. On passe sur l'index du pied. Et encore plus bas, on passe au bout de l'index de la dame, ici. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu étonnant. On passe sur 1, 2, 3, 4, 5 index en tout. Donc bien sûr, cette ligne isolée comme ça ne dit pas grand-chose. On ne sait pas où on va. Mais à mon avis, ça a été fait exprès, quoi. Ça a été fait volontairement. Ça participe à un ensemble là, que je n'ai pas retrouvé. Voilà. Alors ça pourrait notamment indiquer la lettre R, puisque ce personnage nous indique de son index la lettre R.
Alors, R, pourquoi Rennes, le château, pourquoi pas. Voilà. Et bien je continue. Alors ici, ouais, c'est ça. Là, c'était un tableau de Poussin encore. En fait, il avait peint un tableau pour chaque saison. Et ce tableau-là, c'est l'hiver. Voilà, c'est l'hiver, mais c'est également le déluge. Vous voyez, l'eau a inondé la terre, des gens essaient de se sauver en barque, d'autres sont dans l'eau. Et au fond, à gauche, on voit l'arche de Noé. Donc il est bien question ici du déluge biblique, correspondant probablement au déluge qu'on trouve dans toutes les traditions du monde. Voilà, c'est-à-dire la fin du monde, précisément antédiluvien, la fin du cycle de vie qui nous a précédés. C'est-à-dire que, comme c'est Poussin qui a fait ce tableau, on voit qu'il était branché sur ce genre de sujet, qui va tout à fait dans l'extrapolation de Et in Arcadia ego. Voilà. Et c'est après ce déluge qu'on aurait retrouvé donc le tombeau de l'Arcadie, qui est le symbole de l'héritage, du legs d'une civilisation antérieure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, pour ceux qui ont vu mes vidéos, c'est-à-dire qu'une civilisation antérieure se serait beaucoup développée. On ne parle pas de gens en peau de bête, évidemment, là ça n'aurait aucun intérêt de coder par exemple l'Atlantide pour dire, enfin très peu quoi, l'Atlantide, c'était des gens vachement primitifs, etc. Ça n'a pas d'intérêt. S'il y a autant d'insistance qui est mise pour coder ce genre de choses, ça veut dire que cette civilisation a été développée probablement, qu'il y a des choses stupéfiantes qui doivent dépasser l'imagination. Je suis désolé pour les gens qui ne peuvent pas l'accepter, mais pourtant ça paraît évident. Eh bien maintenant nous allons accéder à un autre tableau, qui est la première version peinte par Poussin, des bergers d'Arcadie, et la voici. Vous avez encore des bergers qui trouvent un tombeau. Voilà. Et il y a encore écrit sur le tombeau « Et in Arcadia ego ». Voilà, c'était la première version. Je préfère vous la présenter en deuxième. Je trouve que c'est plus commode à comprendre. Donc, d'accord. On peut voir qu'il y a un crâne posé sur le tombeau coffre. Ça peut évoquer l'ancien verbe tester, parce qu'il y avait la tête, la teste, et tester, ça voulait dire instruire en apportant un témoignage. Donc ça fait à la fois l'idée d'un tombeau et en même temps l'idée d'un témoignage qu'on nous apporterait par ce tombeau ou par ce coffre. Voilà, vous pouvez voir que le tombeau en question est incliné. D'accord, il est bizarrement comme s'il était passé par une tempête, vous voyez, comme si quelque chose avait bougé et que finalement il a été déséquilibré. D'accord. Et alors ce qui est surprenant, c'est au premier plan de ce tableau. Vous avez un homme assis qui verse l'eau d'un vase. Alors, là, moi, en voyant ça, je sais bien qu'il s'agit du signe astrologique du Verseau. Je vous montrerai dans quelques instants des éléments du château de Versailles qui le démontrent. C'est-à-dire que quand on représentait au XVIIe siècle un homme comme ça qui verse l'eau d'un vase, on nous dit que c'était un fleuve. C'était un fleuve, donc vous voyez l'allégorie, le symbole. Un homme verse de l'eau, ouais, il est un fleuve. Bon, ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que les créateurs de l'époque disaient. Ce qu'ils ne disaient pas, parce que ça participait un peu d'un secret, c'est il s'agit également du signe astrologique du Verseau, mais là c'est confidentiel. En d'autres termes, on pourrait penser que l'époque où des gens vont trouver le tombeau de l'Arcadie, les archives de l'Arcadie, le trésor de l'Arcadie, eh bien ça va être pendant l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. Nous sommes actuellement à la fin de l'ère des Poissons et on va arriver bientôt à l'ère du Verseau, même si certaines personnes discutent sur la date.
il est intéressant de penser que cette date, c'est environ 0, 2000, oui, ça pourrait être environ 2160. Parce que beaucoup d'ésotéristes anciens considéraient que la date de la naissance de Jésus-Christ comme étant le début de l'ère des poissons. À ce moment-là, comme une ère dure 2160 ans, voilà, ça nous mène en l'année 2160. Donc, je vous propose l'interprétation suivante. Des bergers arrivent, ils sont passés par une certaine épreuve. Quand on voit leur vestimentaire un peu débraillé, juste vêtu de tissus un peu désordonnés, la femme a même la poitrine partiellement dénudée, et ils ne sont pas très bien vêtus, comme si ils avaient surmonté, ils avaient survécu à une catastrophe. Et à ce moment-là, ils découvrent le legs de l'Arcadie, le coffre de l'Arcadie. Voilà. Et ça se passe donc à ce moment-là, au début de l'ère du Verseau. Alors, à mon avis, enfin je dis ça un peu en rigolant, le début, c'est parce que lui, la personnage qui verse l'eau, commence à verser l'eau. Vous voyez, le vase est très peu renversé. Donc s'il commence à verser, je dirais que c'est le début du Verseau, le début de l'ère du Verseau. On pourrait penser que je vais loin dans les extrapolations, que c'est tiré par les cheveux, mais voilà, on part du principe qu'on cherche à comprendre ce tableau, et l'autre aussi. Donc on tient compte de chaque donnée. D'accord ? Il est très surprenant de voir un fleuve, voilà, au premier plan, hein. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ce fleuve pourrait être le fleuve Alphée, qui dans la mythologie, c'est le fleuve souterrain qui traversait l'Arcadie. Un fleuve souterrain. C'est intéressant parce qu'il y a l'idée de quelque chose qui circule en sous-sol. Un fleuve caché en sous-sol qui traverse l'Arcadie. Tiens. Voilà. Et ce fleuve aussi pourrait être le Pactole. Le Pactole, qui était une rivière de Lydie, une région d'Asie mineure, qui, selon la légende, roulait des sables d'or. Voilà, et là, ça nous amène au tableau suivant. Le Pactole. Voilà, un autre tableau de Poussin. Parce qu'ici, ce tableau, il s'appelle Midas se lavant à la source du Pactole. Donc le personnage allongé, vous voyez, là, Poussin nous masque le fait qu'il verse de l'eau. C'est marrant, c'est très peu apparent. Vous voyez, juste ici, on voit le dessous du vase que le personnage renverse. Donc ça verse de l'eau ici, qui coule ici à gauche en bas, et vers le bas. Et le roi Midas se lave à cette eau. Donc déjà, tout de suite, c'est intéressant, parce que le Pactole, c'était un fleuve qui, selon la légende, roulait des sables d'or. Et c'est devenu par la suite le Pactole, dans le sens de source abondante de richesse et de profit. Et en fait, l'écrivain Boileau, en 1698, est le premier à avoir utilisé le mot le Pactole dans ce sens-là. Donc à ce moment-là, on parle d'un trésor, on parle de quelque chose qui a beaucoup de valeur. Bon, le roi Midas, en fait, quand il touchait les objets dans la mythologie, les objets se transformaient en or. Donc il en a eu marre parce que quand il voulait manger quelque chose, ça se transformait en or et il ne pouvait rien manger. Donc il a demandé à Dieu, mais comment faire, aidez-moi. Et Dieu lui a dit, mais oui, va te laver dans le Pactole. Alors un truc très important à remarquer, c'est ici ce fleuve-là, qui symbolise également le Verseau. Même si c'est masqué, mais c'est très discrètement fait. Il faut déjà le savoir qui verse un vase. Il faut recouper avec le tableau qu'on a vu précédemment, pour bien le comprendre. Il est peint exactement sous le même angle, c'est-à-dire 3/4 dos, 3/4 gauche. Vous voyez ? Et celui-là, ici aussi. Celui-là aussi,
est dessiné et perçu de 3/4 gauche, comme pour faire la jonction entre les deux personnages. Voilà. Qui se ressemblent étrangement. D'accord. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Et justement, c'était pour vous montrer sur le parterre d'eau du château de Versailles, on retrouvait des personnages qui sont un petit peu accoudés à un vase qui verse de l'eau. Ce sont des nymphes aquatiques, hein, et des fleuves. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que les sculpteurs de Versailles ont dit, voilà, les personnages masculins, ce sont les grands fleuves de France. Les personnages féminins, ce sont les affluents des fleuves. Bon. Voilà, donc lui, vous voyez, un homme allongé, l'eau qui verse à partir d'un vase avec le gouvernail qu'il tient dans la main. Donc le gouvernail, le cap sur le verso. Hein. Et vous avez l'enfant ici, l'angelot, qui est à côté, qui s'amuse avec une corne d'abondance. Symbole de richesse inépuisable, de bienfaits, hein, les bienfaits de l'âge d'or à venir, l'âge d'or du Verseau, voilà, qu'on attend dans la tradition occidentale. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir à côté du château de Versailles, sur le parterre sud, bon, vous avez des vases comme ça, en voici un. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est, vous voyez, ce sont les signes astrologiques. En fait, ça, apparemment, personne ne l'avait remarqué avant moi. Il y a les signes du zodiaque qui sont sur ce vase. Vous voyez le bélier ici, les poissons, le verseau, et ça continue. Et donc, si je fais un zoom, voilà. D'accord, c'est bien le signe du Verseau. Ici, c'est clair et net, quoi. Il n'y a aucun doute, on ne peut pas le contester. Là, vous avez les poissons, mais après ou avant. C'est-à-dire que bon, quand ce sont les airs, c'est rétrograde, hein, c'est à l'envers par rapport au déroulé des signes dans une année. Enfin bref, et ici, vous avez le Verseau, donc un personnage accoudé à un vase. Il y a de l'eau qui coule du vase. Voilà. Donc il n'y a pas d'erreur sur ce que j'ai dit précédemment. Voilà. Mais en fait, la première personne, le premier peintre, hein, qui a écrit sur un tableau « Et in Arcadia ego », c'est le Guerchin. Guercino, c'est un Italien. Vous voyez en bas à droite, « Et in Arcadia ego ». Il manque le haut, on ne voit pas ici, mais bon, je pense qu'il existe en fait tout contre le cadre. Hein. Alors là, on voit deux bergers encore. Hein. En fait, c'est venu avant Poussin, on est d'accord. Hein. Poussin s'est inspiré finalement de ce qu'avait fait le Guerchin. Et deux bergers sont là avec leur bâton, ils découvrent un tombeau avec un crâne posé dessus. Et c'est amusant parce qu'ils sont pas, vous voyez, le bas de leur corps est caché par quelque chose, de la terre ou quelque chose. C'est un peu comme si le tombeau avait été déterré, qu'il y avait un trou, on avait creusé un trou pour déterrer le tombeau. Et alors eux, ils arrivent, ils disent « Ah d'accord, il y avait un tombeau en dessous. Voilà, un tombeau ou un coffre. » Je ne reviens pas sur le crâne. Bon, ici, vous avez un œil, ça c'est marrant, en haut à droite, il y a un œil qui se balade, on peut voir un œil. Hein. Et alors le Guerchin, il ne s'est pas arrêté là. Il a peint aussi ce tableau. Alors, parce que dans ce tableau, vous retrouvez sur la gauche les bergers, les mêmes bergers, hein, dans les mêmes attitudes, à la même place dans le tableau. Et donc, il regarde la scène suivante, le dieu Apollon qui écorche le satyre Marsyas. Voilà, et parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marsyas a commencé à faire de la musique. Donc il était loué pour son talent de musicien dans la mythologie. Et donc
Bon, il y a finalement eu un défi, hein, que ce soit Apollon ou Marsyas qui l'ait lancé, l'un a défié l'autre sur le plan de la musique. Ils ont joué de la musique tous les deux, Apollon gagnait. Mais comme Apollon n'était pas quelqu'un de sympa, vraiment il avait un certain orgueil, etc., il a quand même écorché Marsyas. Voilà, donc cela se passe aussi au temps héroïque en quelque sorte, au temps de la mythologie, quand les dieux vivaient sur la terre. Apollon ici il a bien corps humain, hein, c'est pas un esprit. Et les bergers donc découvrent ça. C'est-à-dire que après avoir vu le coffre de l'Arcadie, ils découvrent aussi la cruauté néanmoins de ce monde ancien, de ce monde antédiluvien, hein, où les dieux avaient un caractère très humain et avaient même des défauts considérables. C'est-à-dire ça rejoint ce qui est dit dans le Mahabharata, quand les dieux sont venus dans leur vimana, dans leurs aéronefs sur la terre, ils n'étaient pas vraiment sympas. Ils pouvaient même aller jusqu'à une certaine dureté. Ils ne respectaient pas spécialement les humains. Les dieux étaient durs. Vous retrouvez ça toujours, le même texte, le livre de la Genèse, chapitre 6, les premiers versets. Les fils des dieux sont venus sur la terre, et leurs fils, les géants, se sont conduits très violemment sur la terre. Voilà. Et finalement, le déluge est arrivé. Et vous retrouvez quelque chose de similaire dans le livre d'Enoch 1. Hein, je cite toujours les mêmes sources, oui, parce que les initiés de l'Ancien Régime, manifestement, ils s'appuyaient sur ces livres-là. Ils y tenaient absolument. Ils voulaient faire comprendre qu'ils avaient des informations, voire des artefacts, voire au-delà encore, concernant le monde ancien, d'avant le déluge, ce qui s'était passé. Eux, ils en savaient quelque chose de très important. Voilà. Voilà, donc ici, les bergers sont là, ils voient la cruauté de ce monde antédiluvien, hein, quand les dieux étaient sur la terre, également. C'était un âge d'or, mais bon, ça s'est dégradé aussi. C'est ce que le Guerchin nous fait comprendre ici. Eh ben voilà, écoutez, on arrive au bout de ce petit diaporama. C'était une émission assez courte. Voilà, donc là où je veux en venir, c'est que le tableau Les Bergers d'Arcadie est le fait d'un peintre initié. J'arrive tout à fait à le raccorder dans ma façon de voir les choses. Bien sûr, personne ne va reprendre ça de sitôt, comme si j'avais rien dit. Je sais, il faut s'y faire. On est en avance sur son époque où on ne l'est pas. Bon, mais bon, ça va, je vais y arriver, j'y arrive. Et donc, voilà, il s'agit simplement de l'héritage d'un monde ancien, très ancien, de la mythologie, du cycle d'humanité qui nous a précédés. Et certainement là, une civilisation aussi s'était développée. Ce n'étaient pas des primitifs, ils avaient dû développer une science, une technologie, une philosophie, enfin voilà, une humanité comme la nôtre a déjà existé avant. Et les hommes de Louis XIV, de Louis XIII, certains peintres, certains initiés disséminés un peu partout, le savaient très bien. Ils le savaient, et donc voilà, tout ceci est en marche vers une révélation future. Voilà, Rennes le Château est mêlé à ça. Voilà. Ne vous en faites pas pour moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Voilà, je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo.